Salutations distinguées les amis, salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une agréable journée, hein, même si la journée n'est pas terminée, une belle matinée, une belle journée avec vos proches, avec vos amis, avec vous-même tout seul. C'est bien de passer une journée quand on est tout seul. Voilà. Et comment allez-vous? Ça va bien? Alors, Chouki, 31-34, le frérot Chouki est avec nous. Salut, t'as distingué Chouki, comment vas-tu? Ça va bien la forme? Chouki nous dit, les amis, on ne veut pas de passe sanitaire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est pas tout à fait légal, passe sanitaire à la con. Et on en parlera bientôt sur Fréquence Radio du passe sanitaire. Et de ces... Enfin voilà, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors attendez, excusez-moi, je vais essayer j'avais le micro coupé. Pardon. Salut Romanono, salut Chaoui, Chaouki. Le pass sanitaire, je crois que c'est à la rigueur anticonstitutionnel. Je pense que ça va... voilà, c'est... Pour l'instant, il y a eu plein de gens qui se sont allés faire vacciner, donc ça, il a déjà gagné quelque chose. Mais je pense que constitutionnellement, on va mettre ça, on va lui enlever ça et on va le mettre en arrière. Parce que c'est pas... mais après, j'ai écouté que l'Italie allait copier la France. Alors après, si ça s'installe dans toute l'Europe, ça va être chaud. Donc, salut Romanono, comment va notre Romanono? Alors, aujourd'hui, on a un sujet un peu pourri, je vais dire. Salut Amiable. Des magouilles, des voleurs, punaise, les États sont pourris. Bon, certains gens des États, certains moments des États, on va pas généraliser parce qu'on est toujours injuste, mais bon, aujourd'hui, Jojo va nous parler d'une histoire qui aujourd'hui encore. Si on a eu Sarkozy au pouvoir, ce petit Napoléon de seconde catégorie, c'est grâce ou à cause, je vais dire, de cette affaire. Clearstream, d'une certaine façon, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de chemins et beaucoup de liens avec mafia, avec un peu de tout. Et tu vas nous expliquer un peu ça. On attend un peu que les copains arrivent. Et on va. Aujourd'hui, Maria, surtout parce que cette affaire Clearstream 2, qui d'ailleurs en liaison avec l'affaire, qu'on le veuille non, elle est en liaison avec l'affaire Clearstream 1. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a récupéré le nom Clearstream. Voilà, Taïwan. Ouais, exact. À l'origine, Taïwan fait partie de Clearstream 2 et aussi du 1. Parce que voilà, on aurait pu tomber sur de la documentation. Parce que Clearstream 1 à l'origine, vite fait, c'est une affaire, une enquête sur un organisme financier qui joue le rôle d'intermédiaire entre des acheteurs et des vendeurs, ou même qui est une espèce de banque des banques, hein, et qui aspire du gros pognon qui arrive de partout. Et une fois que ça rentre chez Clearstream, quand ça ressort, tout est blanchi. Voilà. Donc, on expliquera tout à l'heure avec Marie un peu ce qu'est une chambre de compensation, ce qui est Clearstream, rapidement, parce que c'est vrai que c'est assez technique à expliquer et assez casse-pied un peu à comprendre, pour être poli. Mais ce qui nous intéresse le plus, et pour l'instant, on va seulement parler de l'origine de Clearstream 2, c'est-à-dire le pourquoi du pourquoi il va se passer tout ce qui se passera plus tard et plus tard, donc on en reparlera en se disant, après avoir fait déjà ce premier live sur l'origine de Clearstream, de pourquoi on en est arrivé là et est-ce que c'est naturel? C'est ça qui va nous intéresser. C'est là qu'on va se creuser la tête. Est-ce que c'est naturel tout ça ou est-ce que c'est un coup tordu? Clearstream 2, bien entendu, à l'origine, c'est quoi? Dans un premier temps, il va se passer des choses, quoi.
Jean-Luc Lagardère, donc, qui est un des puissants patrons français, à l'époque un des hommes les plus riches de France et l'un des hommes les plus puissants, hein, qui a ses entrées partout, à l'Élysée, à Matignon, à Euro Disney, non je déconne. Enfin, il a ses entrées partout, quoi, dans toutes les boîtes de nuit, non je déconne. Mais en fait, voilà, il est dans le monde de la grosse industrie, l'industrie lourde, dans le monde des multinationales. Il a, on va dire, un bras là-bas, un pied là-bas, une jambe là. Enfin, c'est énorme, quoi. Mais cet homme, qu'est-ce qui lui arrive? Il va mourir, donc il va mourir. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Hein. Tous les hommes meurent, ou les hommes, les femmes meurent un jour ou l'autre. Mais là, il meurt, quoi, lui. Et il y a un homme proche de lui qui va se poser beaucoup de questions. Il pense que Jean-Luc Lagardère, qui est donc l'emblématique patron de Matra, de Hachette et à un moment de la 5, la 5e chaîne française, qu'il avait racheté à Berlusconi, il me semble, ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc il trouve la mort le 14 mars 2003. Et un homme, un proche à lui, est persuadé que cette mort n'est pas naturelle. Il parle dans un premier temps d'un assassinat lié avec la mafia russe. On va revenir plus tard à cette fameuse mafia russe. Il parle même de certaines complicités avec deux importants hommes d'affaires français qu'on citera tout à l'heure. Voilà. Ainsi donc, en gros, pour cet homme-là, que l'on va après nommer, Jean-Luc Lagardère ne serait pas décédé de mort naturelle, mais aurait été assassiné. Contrairement à ce que vont dire un peu plus tard les expertises médicales censées avoir établi la mort naturelle de Jean-Luc Lagardère, quoi. Donc, un homme a une intime conviction, quoi. Cet homme, c'est Jean-Louis Gergorin, qui est le numéro 2, excusez du peu, du groupe Lagardère et du groupe EADS à cette époque-là. C'est-à-dire c'est voilà, quelqu'un de très puissant qui a le soutien de nombreux hommes politiques, industriels, etc., mais qui est aussi en guerre, quoi. À cette époque-là, il y a une espèce de guerre souterraine, comme on nomme ce type de guerre, entre le monde du lobby industriel militaire français, voire en partie européen. On va dire, ils se tapent dessus, pas physiquement, mais ils essayent de se couler. Enfin, il y a des trucs, c'est hallucinant. Mais bon, voilà, ça reste comme ça, jusqu'à quand même la mort d'un homme. Si assassinat il y a eu, ça devient une grosse affaire. Et Jean-Louis Gergorin est persuadé qu'il y a eu un assassinat, quoi. Il se dit, il y a un complot, il y a une conjuration, quoi. Et donc Jean-Louis Gergorin, petit à petit, va se transformer en corbeau. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce que cette thèse ahurissante constituerait donc l'une des clés de cette sulfureuse affaire Clearstream qui va arriver plus tard petit à petit, quoi, et qui recèle tous les ingrédients d'un ébouriffant polar politico-financier, même mafieux, on peut rajouter. Un polar où s'entrechoquent donc, vous verrez, des lettres anonymes, des haines féroces, des luttes d'influence au sein du plus grand groupe européen d'aéronautique, avec des listings trafiqués, on le saura plus tard, et avec en prime l'apparition de noms de grands patrons de l'industrie française et d'hommes politiques français, ainsi que d'étrangers. Cette histoire donc dans laquelle mensonges, semi-vérités et coups tordus sont légion, a même pénétré les palais de la République en débouchant sur un affrontement sanglant
entre Dominique de Villepin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui est parti, il me semble, aux finances ou un truc comme ça. Jusqu'en mai 2004, cette énorme histoire est ignorée du grand public. Jusqu'à qu'elle éclate donc le 3 mai 2004. Lorsque le juge Renaud Van Ruymbeck, qui enquête depuis des mois sur le fameux dossier des frégates de Taïwan, reçoit une incroyable lettre anonyme. C'est comme ça qu'il présente l'affaire, hein, Van Ruymbeck au départ. Hein. J'ai reçu une lettre anonyme. Voilà. Et cette lettre anonyme, que dit-elle, quoi? En gros, elle commence par ces mots. Je vous écris pour vous informer de l'existence d'un groupe mafieux comprenant au moins 2 personnes auxquelles vous vous intéressez, c'est-à-dire liées à l'affaire des frégates de Taïwan, et qui commence à étendre en France des méthodes de corruption et de prédation qui ont fait tant mal à la Russie dans les années 90. On se souvient à la chute du mur de Berlin, la Russie va complètement couler, le pays est dans un pétrin abominable. C'est plus trop qui dirige, qu'est-ce qui se passe, voilà. Ils vont connaître un puissant libéralisme sauvage. Et donc cette lettre évoque rapidement une gigantesque entreprise de blanchiment mise au point, et c'est pour ça que Clearstream revient devant la scène, mise au point par Clearstream, qui est un organisme bancaire luxembourgeois de compensation. Le corbeau poursuit, quoi. Et il est très bavard, hein, et il balance 3 noms. L'ex-patron, à cette époque, parce que il a eu des problèmes et il a été giclé, parce qu'il s'est fait griller, on va dire, en mettant la main dans le pot de confiture. En gros, enfin, il se fait griller comment Alain Gomez, parce qu'il s'agit de lui. Alain Gomez, il dira, j'ai perdu ma place parce que à l'époque, j'ai tartiné des 2 côtés, une tartine, c'est-à-dire j'ai donné de l'argent aux baladuriens, parce que Balladur se présente à l'élection de 95, j'ai donné donc à la droite, à Balladur, j'ai donné à la gauche, à Lionel Jospin, au Parti Socialiste donc, mais j'ai oublié de donner à Chirac. Parce que Chirac se présente aussi. Parce qu'au sein du parti gaulliste, il y a une fracture. On le sait, en 93, Chirac et la droite gagnent les élections législatives. Jacques Chirac, se souvenant qu'en 86, il avait aussi gagné cette élection législative et il s'était retrouvé à gouverner avec Mitterrand, président de la République. Et en 88, ça lui avait porté malchance parce qu'en 88, il n'avait pas été élu, c'était Mitterrand qui avait été réélu. Parce que les 2 ans de Chirac avaient été... ça n'avait pas été de tout repos pour Chirac et du coup, les Français n'avaient pas eu confiance en Chirac. Donc, qu'est-ce qui se dit Chirac avec cette nouvelle cohabitation 5 ans plus tard? Il se dit, cette fois-ci, je vais pas faire le con, comme en 86, je ne vais pas me mettre Premier ministre, je vais demander à mon pote, Balladur, de tenir le rôle. Balladur, c'est un homme de confiance de Chirac. Et voilà, il a confiance en lui, il lui dit, balle, il appelle balle, comme une balle de tennis, il dit, balle. Il avait, s'il te plaît, mon ami, Babal, tu vas devenir Premier ministre. Ce sera moi le patron, c'est moi qui te dirai quoi faire, mais c'est toi qui es mis devant la scène, quoi. Comme ça, si les Français t'en veulent, c'est pas grave, c'est moi qui vais me présenter. Donc on n'en aura rien à faire de toi après. Voilà, c'est comme ça, et c'est tout. Et Balladur accepte. Sauf que petit à petit, les Pasqua, les Sarkozy et tutti quanti, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, Chirac, c'est un loser. Il a perdu en 81. Il a perdu en 88. On dit jamais 203. En 95, il va perdre. Donc, Balladur, qui commence à à monter en flèche un peu dans les sondages, ils se disent, mais Balladur, il aurait toutes ses chances. Alors que Balladur, il a été placé là par Chirac. Et Balladur et les autres vont trahir Chirac en lui disant, Chirac,
c'est fini pour toi, de toute façon, nous, on mise sur Balladur et c'est comme ça. Sauf que, au sein de ce parti où on retrouve Chirac, Sarkozy, ceci, cela, c'est le clan Chirac qui tient les finances. Le clan Balladur et Sarkozy, etc., eux, ils n'ont pas accès à l'argent. Donc Chirac, il va pas se laisser faire. Il dit, OK, vous présentez Balladur, mais la droite institutionnelle française aura 2 candidats, Balladur et moi aussi. Et voilà, on verra qui se retrouvera au second tour. Mais à l'époque, avant que Chirac entre en campagne, il va faire une campagne en 2 ou 3 mois hallucinante. Avant qu'il fasse péter la campagne, les chiffres sont très très mauvais pour Chirac. Balladur, d'après les sondages, serait au second tour face à Lionel Jospin. Donc pour Chirac, tout est perdu, quoi, en gros. OK, ça fait partie du truc. Donc on comprend bien qu'il y a une guerre politique qui se trame. Il y a aussi une guerre au sein du complexe militaro-industriel français. Ça fait 2 guerres quand même. Et parmi tout ça, il y a aussi des enquêtes. Des enquêtes qui sont faites par la justice, par le juge Renaud Van Ruymbeck, qui est sur les côtes du groupe Balladur, Sarkozy, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, ces gens-là n'ont pas accès aux finances de l'UMP ou du RPR à l'époque. Je ne sais plus si c'est le RPR ou si c'est l'UMP. Mais en tout cas, voilà. Eux, au sein du parti, ils étaient là, le folklore, mais les finances, c'est les copains à Chirac. Il n'est pas con, Chirac. Voilà. Donc, OK, ils ont Balladur qui est en tête dans les sondages, mais nous, on a le pognon. Et donc, ils vont se récupérer de l'argent pendant 2 ans avec des contrats d'armement, etc. Ça va être bouillant, quoi. Chirac va essayer de les contrer, mais c'est compliqué. Tout ça, OK, ça, c'est dans les années 80, milieu 90. Chirac passe, voilà. Et 7 ans plus tard, Chirac repasse. Mais cette fois-ci, il a eu besoin du soutien de toute la droite, donc parce qu'il pensait être au second tour face à Lionel Jospin. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça, mais ça, il ne le sait pas à l'origine, au départ. Il pense que il aura besoin de tout le monde, donc il fait le dos rond, il oublie les embrouilles avec Sarkozy, les Pascoyens, les Balladuriens, etc. Ils font la paix des braves, en fait une fausse paix, parce que Chirac, il a la haine contre eux, mais ils s'entendent là sur l'élection, il faut gagner, il faut s'entendre, voilà. On verra plus tard, on réglera nos comptes. Sauf que le second tour, c'est pas face à Jospin, qui n'arrive pas au second tour, c'est face à Le Pen. En gros, Chirac n'avait pas besoin d'eux, mais c'est trop tard, voilà. Donc on est dans une embrouille un peu où les gens sont en guéguerre, tout va mal. Sarkozy risque d'avoir de gros problèmes déjà à l'époque, et surtout, Chirac a fait passer la présidentielle de 7 ans à 5 ans, ils se disent que 2002, 2003, 2004, hop, ça avance vite, et l'élection, elle est pour 2007. Et pour se sortir de tous ces tracas, les ennuis judiciaires de Sarkozy, etc., il faudrait peut-être que Sarkozy soit président de la République. Balladur n'a pas réussi, Chirac, lui, se retire de la vie politique, il a son poulain qui est Dominique de Villepin. Voilà. Sauf que vous allez voir, Dominique de Villepin, à un moment, va renoncer à une possible candidature à l'élection présidentielle à cause d'une affaire, de l'affaire Clearstream 2, justement. Clearstream 2, pardon. Justement, quoi. Parce que cette affaire Clearstream 2, elle est hallucinante. Elle va être à l'origine de l'arrêt des poursuites contre Sarkozy et sa team dans l'affaire des frégates de Taïwan. Elle va donc, comme on l'a dit juste avant, faire que De Villepin ne va pas se présenter à l'élection, laissant la place à Nicolas Sarkozy, et Sarkozy va être élu. Mais avant ça, pour que ça marche comme ça, il s'est passé donc cette affaire Clearstream 2.
Et Clearstream 2, à l'origine, si cette affaire a existé, c'est parce que Jean-Louis Gergorin pense que dans la guerre qu'il oppose aux autres groupes, aux autres vendeurs de canons, il y a de la grosse magouille qui est faite pour le compte des politiques et pour le compte des ventes d'armes et surtout de couler l'ex-partenaire qui en fait est un ennemi, parce qu'il y a donc un affrontement entre les groupes liés à l'industrie de l'armement en France, quoi. Donc tout ça dans la tête de Gergorin, ça tourne, quoi. Alors on ne sait pas s'il est écouté ou quoi que ce soit, mais au téléphone il parle beaucoup, quoi. Il dit moi je voudrais faire une enquête, je pense que Alain Gomez et d'autres proches d'eux, parce que eux sont chiraciens, la bande à Lagardère qui est mort, pas son fils mais le père et on va dire tous ceux qui l'entourent, ces gens-là roule un peu pour Chirac au niveau politique et les Chiraciens, et donc De Villepin. Gergorin est un très grand ami de Villepin. Et donc en faisant sa petite enquête, Gergorin, au départ, c'est une petite enquête au départ, cette enquête, enfin vous allez voir, vous allez comprendre un peu. Au départ, sa petite enquête, elle l'amène à quoi? À faire le corbeau, donc. Après avoir appris certaines choses, comment dire, quoi, en gros. En gros, ce corbeau va balancer des choses, donc en disant que Alain Gomez est un des collaborateurs d'Alain Gomez, Pierre Martinez, qui est un ancien chef de la brigade financière, et un autre homme, Philippe Delmas, qui est le vice-président d'Airbus. Ça va quand même. En gros, aurait fait des grosses manipulations et blanchiments d'argent pour payer peut-être le groupe, enfin pour financer en partie la présidence des ennemis de Chirac en 95, et voire même pour pourrir un peu la vie politique française et pourrir aussi et faire une guéguerre entre on va dire l'industrie lourde de l'armement française, entre les groupes, voilà. Pour accréditer ces accusations qui laissent pantois quand même le juge, le Corbeau explique que le 17 octobre 2003, un oligarque russe, patron du groupe pétrolier Yukos, Mikhail Khodorkovsky, alors écoutez bien, Mikhail Khodorkovsky aurait versé 1,2 milliard de dollars, 1,2 milliard de dollars quand même, sur le compte d'Alain Gomez, lequel aurait, sur cette somme, reversé à Philippe Delmas 250 millions d'euros via la City Trust de Bogota, en Colombie. Et ces 250 millions d'euros auraient pris le chemin, in fine, de 2 banques installées à Boston et dans l'île du Grand Caïman. Conclusion donc du Corbeau, il n'est donc pas surprenant que le grand capitalisme américain se soit autant mobilisé pour M. Khodorkovsky. Car on dit que Khodorkovsky, le grand oligarque russe, serait proche des Américains. Lui, il est dans le pétrole, Khodorkovsky. Il y a du pétrole en Russie qui est très très dur à extraire, et les Russes n'ont pas la technologie, donc on fait appel aux compagnies américaines, et en gros on fait rentrer les compagnies de pétrole américaines dans le business pétrolier russe. Tout ça, plus tard, ça va pas plaire à Poutine, mais on n'en est pas là, et puis d'ailleurs, on va peut-être pas parler de ça. Mais, vu que Gergorin voit tout ça, Khodorkovsky, les Russes, l'argent, ceci, cela, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ceux qui sont responsables de la mort de... Pardon, excusez-moi. Ceux qui sont responsables de la mort, parce qu'il y croit, hein, il pense que c'est un assassinat, de la mort de Jean-Luc Lagardère, seraient peut-être des mafieux russes. Pas n'importe quel mafieux russe, hein. Des poids lourds, des bratva, des fraternités, des vors très très puissants, quoi. Peut-être les plus puissants de l'époque.
Alors pendant longtemps, hein, pendant plus de 2 ans en fait, la justice va chercher à savoir qui est cette top. Et qui peut être cette top? Qui peut être voilà. Livrant des informations si explosives. Pour les spécialistes, il y a un nom qui vient immédiatement à l'esprit. Qui est cette top qui écrit des trucs au juge, quoi, des lettres, Il pense à Jean-Louis Gergorin, âgé de 58 ans à l'époque, qui est un ancien élève passé par l'ENA et par d'autres écoles, qui a une intelligence fulgurante et très imaginative, paraît-il, et qui a notamment été chef du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay de 79 à 84, date à laquelle, 84, il intègre le groupe Matra. Devenu rapidement l'un des chouchous du grand patron Jean-Luc Lagardère, Gergorin devient même une sorte de fils spirituel. Gergorin participe à l'essor du groupe, avec, chevillé au corps, une ambition permanente, défendre coûte que coûte les intérêts de son entreprise, ce qui le conduira à ferrailler violemment contre Alain Gomez à l'origine, selon lui, de toutes les tentatives de déstabilisation du groupe Lagardère. La première déstabilisation du groupe se déroule entre 92 et 97, lorsque le président de Thomson, Alain Gomez, donc, profitant de la faiblesse momentanée du groupe d'armement, du fait de sa fusion contestée à l'époque, si vous vous souvenez, avec Hachette, et avec le fiasco de la 5e, parce que Lagardère va donc racheter le groupe Hachette, les livres, les disques, enfin voilà, le puissant groupe librairie Hachette, et ça va pas marcher. Et le pire, ça va être le fiasco de la 5, où Lagardère va mettre des centaines de millions, des centaines de millions pour refaire partir cette chaîne qui avait été créée par Silvio Berlusconi, qu'il avait abandonné ensuite, et qui avait été récupérée par Lagardère. Il s'est dit, ouais, j'aurai ma propre chaîne, comme certains avec Canal+, il dit, ouais, je veux ma chaîne, comme Bouygues avec TF1, Lagardère, il dit, moi aussi, je veux, voilà. Donc, Alain Gomez et les gens de chez Thomson, qui sont en guerre oui, c'est pas une guerre, une vraie guerre, mais c'est un affrontement, qui sont en affrontement avec le groupe Lagardère, d'après Gergorin, aurait monté donc en sous-main, avec la complicité d'un avocat américain d'origine chinoise, William Lee, une opération destinée à affaiblir le groupe Lagardère. En arrière-plan, en fait, il s'agit de barrer la route au groupe Matra, qui souhaite lui aussi obtenir une part de gâteau à l'occasion de la négociation de plusieurs gros marchés d'armement avec Taïwan. Gomez donc va monter une opération avec des professionnels qu'il va dénommer de façon assez poétique « couper les ailes de l'oiseau ». En gros, couper les ailes du groupe Lagardère, le détruire même. Cette opération, donc, qui va être montée par Thomson, débouchera sur une guérilla judiciaire entre les deux mastodontes de l'industrie militaire en France, quoi. Et de tout cela, il va en rester une haine tenace entre les états-majors des deux entreprises, qui connaîtra son paroxysme au moment de la privatisation de Thomson, finalement marié à Alcatel et Dassault. C'est-à-dire que là, Thomson va prendre de l'ampleur avec deux autres puissants de l'industrie militaire en France, Alcatel et Dassault. Alors que Matra était en réalité à cette époque-là sur le point d'emporter donc un beau contrat avec Taïwan. On va les foutre dehors, quoi. Donc cet échec va meurtrir Jean-Louis Gergorin, persuadé que Alain Gomez et son collaborateur Pierre Martinez ont joué un rôle décisif dans cet accord, qui empêchera donc Matra de prendre de l'ampleur et de rentrer dans les affaires avec Taïwan, dont les fameuses frégates, quoi. Fameuses frégates de Taïwan qui vont donc accoucher sur des commissions et des rétrocommissions monstrueuses. Sauf qu'eux, ils ont droit à rien. Mais il se doute que les commissions et les rétrocommissions, qui sont énormissimes, ont dû finir peut-être dans les poches de certains hommes politiques français pour aider leur parti ou leur poulain à devenir président de la République. Et là, je pense surtout au groupe qui s'était formé autour du Pélican, le fameux Pélican Édouard Balladur, avec Sarkozy, etc., etc. Et il y aura une enquête, donc, sur ça.
Enquête, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, qui serait menée par le juge von Runebeck. Donc tout ça, c'est en 97-98. Et 5 ans, 6 ans plus tard, donc, comme on le disait tout à l'heure, Gergorin va jouer au corbeau. Et pour quelle raison? Vous allez le savoir aussi tout à l'heure. Et va commencer à dénoncer et à... sans chercher à manipuler, parce que lui, il pense avoir des bons documents. Et il va donc envoyer une forte documentation au juge Van Rimbeck, qui lui-même pense que Gergorin, à ce moment-là, est honnête. Parce que Gergorin, lui, il pense qu'il est honnête. Mais Gergorin se fait manipuler. Donc forcément, le juge lui-même se fait manipuler. C'est terrible, quoi. Mais pour revenir à tout ça pour l'instant, bon, c'est des guéguerres entre eux, tout ça, tata. Mais le 27 février 2003, donc, Jean-Luc Lagardère, donc, comme je vous l'ai dit, il va se faire opérer de la hanche à la clinique du sport, dans le 13e arrondissement de Paris, tout ça. Tout va se dérouler normalement jusqu'au 7 mars, c'est-à-dire 8 jours plus tard, une grosse semaine plus tard. Lagardère, bien que légèrement fatigué, va dîner en famille avec un de ses voisins, le célèbre couturier Emmanuel Ungaro, et son épouse. Ungaro qui est connu dans le monde de la mode, tout ça, et son épouse et tout. Et il y a la femme de Dominique de Villepin, Marie-Laure de Villepin, qui est avec eux. De Villepin, qui à l'époque est ministre des Affaires étrangères. Voilà, ils mangent ensemble et tout, ils sont contents et tout. Mais le lendemain matin, Lagardère qui est rentré chez lui, c'est le drame, quoi. Le patron de Matra est retrouvé inerte sur le sol de sa chambre à coucher. Il a arraché son pyjama sans avoir eu le temps d'appuyer sur la sonnette d'alarme, directement reliée au commissariat. Jean-Luc Lagardère a sombré dans un coma dont il ne sortira jamais. Il meurt à l'hôpital Lariboisière à Paris le 14 mars à 22h59 précisément. D'emblée, les médecins vont diagnostiquer une encéphalomélite aiguë qui lui a détruit le cerveau. Un cas rarissime où les défenses immunitaires se retournent contre l'organisme. Perplexité des médecins, notamment du professeur Didier Payan de la Garandrie, chef du service anesthésie, réanimation à l'hôpital Lariboisière, qui va déclarer aux Parisiens 8 jours après le décès du patron de Matra Hachette: les causes de la maladie qu'il a emportée restent inconnues. Personnellement, je pense que nous avons assez peu de chances de trouver ce qui s'est passé. De façon générale, on ignore les causes des maladies auto-immunes. D'ailleurs, si quelqu'un trouve, il aura le prix Nobel de médecine. Tout ça, ça fait cogiter Gergorin, quoi. Et donc, on va faire pratiquer 2 autopsies. Le parquet de Paris décide très rapidement d'ouvrir une enquête préliminaire pour rechercher les causes de la mort de Jean-Luc Lagardère, qui est quand même un capitaine d'industrie très 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 important en France. Donc là, c'est pour ça qu'on se pose autant de questions. Une enquête qui n'est toujours pas close 20 ans plus tard. Il y a le fameux professeur Luc Montagnier qui va être consulté à un moment. C'est un grand spécialiste. Il y a d'autres spécialistes aussi. Et les spécialistes, à un moment, vont pencher vers une intoxication. Je dis, voilà, une intoxication qui serait liée à une autotransfusion de sang. Voilà, on lui a transfusé du sang parce que quand tu te fais opérer de la hanche, ça m'arrivait, mais on m'a pas transfusé de sang, mais c'était pas loin. Tu perds, il suffit de toucher un truc, clac, et tu perds beaucoup de sang, quoi. Soit on te file des médicaments, je sais plus le nom, après tu vas chier vert fluo pendant quelques jours, mais ça te refile du fer et tout ça, et du sang et tout ça, et ça va aller. Soit des fois, on est obligé de t'en rajouter. Apparemment, lui, on lui en aurait rajouté, et ils disent que ça viendrait de là, quoi. La famille et les proches de Lagardère, voilà, à ce moment-là, ils sont convaincus que la mort est donc naturelle. Mais il y en a un qui n'y croit pas, et c'est Jean-Louis Gergorin. Il ne partage pas du tout cette conviction, mais alors vraiment pas du tout. Il croit dur comme fer à un scénario hallucinant, abracadabrantesque, mais qui pourrait être possible. La mafia russe. Gergorin pense que la mafia russe a assassiné le patron de Matra en empoisonnant son sang. Tout simplement parce que cette technique a souvent été utilisée, d'après Gergorin, par les services secrets russes, qui ont coutume d'introduire
un staphylocoque dans le sang. Dans la lettre anonyme qu'il adresse au juge Van Ruymbeck le 3 mai 2004, le corbeau, Jean-Louis Gergorin donc, on le saura plus tard, mais à ce moment-là, le juge le sait, lui, parce que le juge s'est entendu avec Gergorin. Parce que Gergorin, tout ça, De Villepin, Rondeau, ont été voir le juge en leur disant, voilà, on a des listings où on voit que Gomez et d'autres ont ouvert des comptes dans certaines banques et ont touché du gros pognon qui est arrivé par Clearstream, ou que Clearstream a ensuite blanchi et ramené vers des banques. Mais on a les listings de ces banques avec les noms des propriétaires et tout. Et on trouve le nom de Sarkozy et de bien d'autres personnes, des proches de Sarkozy, des mafieux, etc. Parmi eux, donc, il y a des parrains de la nouvelle mafia, donc des Bratva, la mafia rouge, la mafia orientale, comme on l'appelle, qui s'est grandement développée après l'effondrement du bloc soviétique. Et donc, le fameux dénonciateur, enfin, le corbeau, donc, qui cite des comptes ouverts au nom de grands parrains russes, ouzbeks, est-allemands même, enfin, voilà, des trucs avec des anciens des services, avec des gars de Medellin, et des politiques français, avec Hortefeux, qui a un nom ou en fait ouvert à un nom qui ressemble à son nom, mais qui n'est pas son nom. Mais on sait que c'est lui. Enfin, d'après, voilà, ils savent que c'est lui. Il y a même un compte, il y a 2-3 comptes donc, qui s'appellent Nagui Bokza. Nagui Bokza, forcément, c'est le nom de Nicolas Sarkozy. Il s'appelle Nicolas Sarkozy de Nagui Bokza. Voilà. Ok. Donc forcément, pour Gergorin et pour De Villepin et Rondeau et le juge Van Ruymbeck, hein, qui a été à l'origine du système de lettres, qui leur a dit, moi écoutez, si je dois continuer mon enquête avec vos documents, il faut que j'explique comment j'ai eu vos documents. Sauf que eux, les documents, ils les ont eu de façon pas trop réglo, et même, ils n'ont rien à voir à faire avec une enquête, c'est pas des enquêteurs, donc c'est compliqué. Donc ils se disent, le plus simple, c'est que vous m'envoyez ça sous forme de lettres de corbeau, quoi, de lettres anonymes. Ça existe, ça se fait. Moi, je ferai des vérifications, et je dirai, ben écoutez, j'ai vérifié, j'ai vu que c'était vrai. Et personne ne cherchera à savoir qui est le corbeau, c'est impossible. Voilà, ça peut être n'importe qui. Donc voilà. Et lui, voilà, tout le monde est gagnant, quoi. Le camp Lagardère avec Jean-Louis Gergorin, parce que sur ces listings, il y a des noms des gens de Thomson, d'Alain Gomez, etc. Donc ils vont prendre cher. De Villepin, il est gagnant, parce qu'on trouve les noms de Sarkozy, d'Hortefeux, Guéant, qui auraient ouvert des comptes dans des banques en Suisse, etc., sans qu'on sache d'où provient l'argent, apparemment. Même si Clearstream a blanchi le pognon, hein. Une fois que le pognon rentre dans la grosse lessiveuse qu'est Clearstream, quand il ressort, il est propre. Il peut aller directement dans n'importe quelle banque. La banque voit que le pognon arrive de Clearstream, elle dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vérification à faire ou quoi que ce soit, tout est net. Ça vient de Clearstream, ouais, c'est cool, allez, vas-y. Combien? 45 millions? Ah, quand même, oui, mais c'est pas grave, allez. Ok, c'est cool. Donc, rapidement, il y a des questions qui vont se poser. Parce que là, on est à l'origine du truc, on ne sait pas tout. Hein. Et on saura, vous allez voir, petit à petit, on le saura plus tard, tout ça. On va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais petit à petit, vous allez voir, on va monter en puissance. Et cette histoire est très... Elle est tout ce que vous voulez, quoi. Mais pourquoi de telles affirmations, donc? C'est parce que le corbeau aurait le sentiment, donc, que le patron de Thomson d'alors avait envisagé, avec les Russes, d'entrer dans le capital de Matra. Et Jean-Luc Lagardère, qui était hostile à ce projet, aurait été liquidé, tout simplement. Mais l'histoire va s'emballer, quoi, et se révèle de plus en plus rocambolesque, parce que selon le corbeau, Jean-Louis Gergorin,
Un proche de Lagardère, Philippe Delmas, serait lui-même mêlé à ce complot. Une révélation qui tombe au moment où sévit une guerre fratricide entre deux clans de l'ancien groupe Matra. D'un côté, celui d'EADS, animé par Philippe Camus et Jean-Louis Gergorin. De l'autre, celui d'Airbus, dirigé par Noël Forgeard et Philippe Delmas. Or, ce n'est un secret pour personne que Forgeard, ancien conseiller pour les affaires industrielles au cabinet de Jacques Chirac à Matignon en 86, brigue la succession de Camus à la tête d'EADS. Ce n'est un secret pour personne non plus que l'amitié qui a lié pendant des années Gergorin à Delmas, il est le parrain du fils de celui-ci, a volé en éclats, les deux hommes se vouant désormais une solide inimitié. Le juge Van Ruymbeck se moque bien des états d'âme des uns et des autres. Son seul souci est de vérifier si les allégations du Corbeau sont exactes et si Alain Gomez, Pierre Martinez et Philippe Delmas sont titulaires de comptes bancaires à l'étranger. Quelques jours après avoir reçu la lettre anonyme, le magistrat fait donc discrètement interpeller Delmas alors qu'il se trouve à Toulouse, où il a assisté aux côtés du Premier ministre à la présentation de l'Airbus A380. Placé en garde à vue, Delmas se voit confisquer son portable, tandis que son appartement parisien est perquisitionné. Le vice-président d'Airbus, abasourdi, ne comprend pas ce qui lui arrive. À l'issue de sa garde à vue, aucun reproche ne lui sera fait. Quelques mois plus tard, le juge Van Ruymbeck lui restituera divers objets saisis et l'innocentera complètement. Philippe Delmas, qui a une petite idée sur l'identité du Corbeau, vient de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Et c'est là que les problèmes vont commencer et vont se retourner contre le Corbeau. Parce qu'en fait, les listings et une grande partie de ce que le Corbeau, qui est connu, donc, et qui est parti voir le juge, c'est le juge qui lui a dit d'agir comme un corbeau, en pensant que tout était vrai. Parce que derrière, il y a Dominique de Villepin, un homme politique respectable, et voilà. Et derrière, et à côté, il y avait quand même le général Rondeau, qui est un professionnel des services secrets, du renseignement, etc., etc. Donc, le juge, il se sent en confiance. Il dit, si ces hommes-là, ce professionnel du renseignement, si un ministre, voire présidentiable, voire un futur président comme Dominique de Villepin, viennent avec des documents, ils vont pas me prendre pour un con. Tout ça, c'est que eux-mêmes l'ont vérifié, quoi. Mais vous allez vous rendre compte plus tard qu'en fait, tout cela est une énorme manipulation, comme on en a rarement vu, quoi. Maria, pour l'instant, cette histoire, elle t'inspire quoi? Eh ben, elle m'inspire magouille sur magouille. La première chose qui me gêne un peu, c'est que c'est l'argent qui rentre, qui bouge, et que jamais personne demande d'où elle vient, où elle va, d'où il vient. Lagardère a été tué, peut-être. Je ne pense pas. On peut avoir des malaises, mais tout d'un coup, ça tombe bien pour certains et mal pour d'autres. Ça va être tout simplement une affaire qui coûte, à ce que j'ai vu, d'abord ça va coûter de l'argent aux Français, un argent qui va rentrer dans des poches où on sait jamais, on va jamais retrouver l'argent. Cette affaire va déclencher que la politique française change de voie, tout à fait. Dominique de Villepin va se faire couillonner. Tout d'un coup, il va penser avoir le gros lot, et tout d'un coup, de bourreau, il va devenir victime. Mais c'est un autre qui va se faire la victime et qui va gagner en se victimisant et en pleurant comme non. Alors je dis bonjour à tout le monde parce que je mets les photos, je vois pas le chat. Virginie, Jokito, Vince, voilà les amis, on vous remercie d'être là. Et ben on va un peu continuer. Donc voilà, Villepin, tout d'un coup, reçoit des listes, non? Et qu'est-ce qu'il voit dans ces listes, monsieur Villepin?
il voit le jackpot, le gros lot, parce qu'il y a des embrouilles au sein de ce parti. Chirac, Balladur. Les gaullistes, les fameux gaullistes, les héritiers du gaullisme. Des guerres fraticides, on va dire. C'est vrai. Et là, sauf qu'il peut, mais il y a toujours un malin qui saute, qui retombe sur les pieds dans cette affaire. Et donc, la mafia russe, on a vu quelques mafieux russes, j'ai mis quelques photos. Ils pensent que la mafia russe est impliquée, comme Semyon Mogilevich, par exemple. Tu vois, ça peut. Il y a des mafieux qui peuvent être impliqués indirectement dans ce lavage d'argent, et tout d'un coup cet argent que lavent les Russes peuvent aller dans des partis, donc ça peut être tout lié, non, tout d'un coup. Oui, c'est assez. Ça parle de mafia, c'est-à-dire qu'on mélange des narcotrafiquants colombiens, des mafieux russes à des puissants industriels européens, à des hommes politiques français. Donc on pense directement aux caisses noires des partis politiques. Et c'est vrai, tu as tout dit. Parce que c'est un peu à la base de cette histoire. Quand on la prend comme ça, on voit pas trop ce qui se passe. Mais quand on la retourne un peu dans tous les sens, on voit, comme tu disais, qu'il y a un homme. Cette affaire, cette histoire aurait dû détruire un homme, Nicolas Sarkozy. Mais bizarrement, ça va se retourner. Cette histoire va se retourner contre ceux qui pensaient détruire Sarkozy de façon légale. Regardez, Sarkozy est un gangster. On le dit depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on a les preuves. Mais au lieu de ça, Sarkozy va en sortir beaucoup, beaucoup plus fort que jamais. Lui qui est en très, très, très peu de temps. Alors que quand on t'accuse de choses terribles, il te faut et que tu n'as rien fait, il te faut toujours beaucoup de temps pour prouver ta non-culpabilité. Dire, non, c'est pas moi. Ouais, mais les gens, ils disent, attends, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais là, rapidement, Sarkozy a les preuves. Comme si qu'il avait été au courant de quelque chose auparavant et qu'il avait préparé sa défense. Hein. Il a les preuves rapidement qu'il n'a rien à voir avec ça, et une partie de la presse qui le défend, dont le journal Le Monde, va s'activer, et d'autres aussi, et la justice va comprendre qu'il s'agit d'un piège très, 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 très rapidement. Je dirais même un peu trop. Un peu trop. À la fin, le crime l'a profité. C'est pas toujours à qui profite le crime, mais là, à la fin, le crime, il a profité à Sarkozy. Et l'autre, il est. Donc, c'est. Est-ce que lui-même a préparé, là je vais comploter, que son nom soit là à un moment donné pour, ou est-ce que simplement il a eu de la chance et il a profité comme un grand voyou qu'il est, hein, et qui c'est être opportuniste, avoir le don de l'opportunité, c'est quelque chose que quelquefois a Sarkozy ou quelques-uns, et pas toujours, mais là il a eu le don de l'opportunité pour le chasseur chasser. Donc voilà, il a fait son rival le plus important a fait le ridicule. Et en politique, faire le ridicule, c'est terrible. Et lui, il s'est fait la victime. Il a très bien préparé son discours. C'est un survivant, c'est un gratteur. Nicolas, on le voit comment il rentre en politique, comment il se place tout de suite avec Chirac quand c'est un gamin, comment il se fait indispensable en étant un jeune homme au sein du parti, et tout d'un coup, voilà, il est là, et il va être même copain avec la fille de Chirac à un moment donné, Sarkozy. Très amis. Je ne sais pas jusqu'où est allée la relation, mais ils avaient une relation. Donc voilà,
C'est un renard. C'est un renard, ouais. Parce que, tu sais, cette affaire, pendant un petit bout de temps, les juges vont, à un moment, vont entendre Jean-Louis Gergorin, quoi. Parce que, rapidement, le juge, on lui dit, mais attendez, il va y avoir une vérification des listings, parce qu'en gros, c'est quoi la défense de Gergorin et donc de Villepin? C'est, on a des listings, dans ces listings liés à la chambre de compensation, à la banque des banques Clearstream, on se rend compte donc que des hommes politiques français, Nicolas Sarkozy pour ne pas le citer, a ouvert des comptes dans une banque en Suisse, donc voilà, avec beaucoup d'argent dedans sûrement. Pourquoi est-ce que ça fait partie d'un système de blanchiment lié à des rétrocommissions ou lié à l'époque, on parle pas encore de Kadhafi, tout ça, hein, voilà. Mais c'est quoi le délire, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et la police qui enquête va rapidement prouver et montrer qu'en fait les listings sont faux. Enfin, disons qu'ils sont pas faux, mais ils ont été bidonnés. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est des vrais listings, mais on a rajouté des noms. Et bim, on les a fait sortir par l'imprimante. Donc on refait les listings, on rajoute des noms et on les ressort de l'imprimante, et voilà, quoi. Mais ils voient que c'est faux. Donc, que dit la police? Ils vont interroger Jean-Louis Gergorin, quoi. Il y a des juges qui s'occupent du dossier Clearstream qui veulent l'entendre, quoi. Et lui, il va camper sur ses positions, quoi. Il va refuser de donner sa source. On lui dit, vous avez vu ça où? Il dit, mais j'ai une source. On dit, c'est qui sa source? Parce que c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Il dit, non, je ne veux pas vous donner la source. La source des listings que Gergorin détenait, quoi. Donc, Gergorin va être mis en examen le 1er juin 2006, parce que c'est 2 ans plus tard que l'affaire va exploser, hein, que à force, voilà, on va se rendre compte que tout cela, c'est de la manipulation. Mais on dit quoi? On dit dans un premier temps que la manipulation, elle est faite par Gergorin, de Villepin, le général Rondeau, contre le juge Van Rimbeck, qui est une victime, mais qui n'aurait pas dû faire la victime. Parce que derrière, on lui dit, vous avez perdu plus de 2 ans à enquêter sur de la merde, alors que vous deviez enquêter sur les frégates de Taïwan. Lui, il leur dit, oui, mais tout cela, c'est lié. On lui dit, oui, mais c'est lié. Mais le problème, c'est que les listings sont faux. Donc, c'est lié à de la merde. Donc, vous avez perdu votre temps. Donc, vous allez arrêter cette enquête. On lui enlève, non seulement, on lui enlève le dossier des frégates de Taïwan, mais on le met aux oubliettes, on le met à la poubelle. On dit l'enquête sur les frégates de Taïwan est terminée. On ne saura jamais le fin fond de l'histoire, mais les gens qui étaient accusés d'avoir bidouillé ou d'avoir fait beaucoup d'argent et d'en avoir détourné et d'en avoir, enfin bref, voilà, ces gens-là, ils sont sauvés parce que l'enquête est enlevée au juge, quoi. Et là, grosse défaite. Mais énorme victoire pour le clan Sarkozy qui se sentait menacé par cette enquête. Ouais. La justice, donc, s'est fait avoir. Deuxième élément, c'est que Sarkozy, il n'était pas sûr d'être président de la République en 2007. Mais vu ce qui se passe en 2006, De Villepin est obligé de se retirer, non pas à ce moment-là de la vie politique encore, il est ministre, je crois même qu'il est Premier ministre à ce moment-là. Il garde son poste de Premier ministre, mais pour lui, on lui dit, c'est plus possible. Tu ne peux plus proposer ta candidature à l'élection présidentielle, tu laisses ta place à Sarkozy, en gros. Parce que tu vas avoir des gros problèmes avec la justice. Les Français apprennent ça au journal de 20 heures, comme quoi De Villepin a essayé de faire tomber Sarkozy par des moyens illégaux, ou pas très catholiques, comme on dit, pas très nets, alors qu'il s'est fait avoir, tout simplement. Lui, il était de bonne foi en pensant que cette histoire était vraie. Mais politiquement, je veux dire, sa carrière, elle va s'arrêter avec celle de Chirac.
et De Villepin ne se présentera pas à l'élection présidentielle. C'est Sarkozy qui va s'y présenter tranquillement et qui va passer finalement face à Ségolène Royal. Alors que si De Villepin n'était pas rentré dans cette affaire, il y a des chances que De Villepin soit devenu le nouveau président de la République parce qu'il avait le clan Chirac derrière lui. Donc là, c'est Sarkozy sort grand vainqueur de cette histoire. Le crime lui a profité, comme on dit, et il est heureux, quoi. Il dit, j'ai été victime, vous vous rendez compte de plus bassesse, des façons de faire, de la plus basse, des façons de faire, de la plus terrible. Enfin, on m'a fait un coup tordu, un coup de chacal, mais regardez, je m'en suis sorti et maintenant, je veux aspirer à la tranquillité et devenir président de la République. Il a été le héros. Moi, je me rappelle de cette affaire maintenant en Espagne que je lisais. Sarkozy, c'était Villepin. Il a été traîné dans la boue comme un chacal qui voulait faire du mal. Et là, il a perdu la guerre des médias de partout. Et Sarkozy, voilà, vainqueur, ce qu'il est, maître Napoléon. Il a... vainqueur, j'ai déjoué toutes les magouilles, je serai un président pour vous qui sait déjouer et qui sait tatati tatata, et c'est ce qu'on a vendu aux Français. Il a gagné les élections. C'est aussi simple que ça pour et Villepin, il a perdu, il a terminé, on va dire, sa vie politique d'une certaine façon. Voilà, il va jamais rebondir. Ah non. Parce qu'après, il y a la haine. Ah oui. Entre eux, c'est la haine. C'est la haine totale. Mais comme on le disait tout à l'heure, ils ont eu il leur a fallu du temps pour comprendre. Parce que là, en juin 2006, Gergorin refuse de donner le nom de la top, enfin de celui qui leur a filé de la source. Mais quelques temps plus tard, quelques semaines plus tard, la police qui enquête va comprendre qui est à l'origine de tout ça. Après avoir entendu déjà les journalistes comme Denis Robert, ceci, cela, on sait que c'est un homme qui s'appelle Imad Laoud, qui s'est présenté chez Denis Robert et qui lui a demandé ces fameux listings. Parce que les listings, on savait que Denis Robert les avait. Donc la police, à un moment, elle l'apprend, ça, elle le sait. Et à un moment, elle va voir Denis Robert, ils discutent et ils disent « Ah bon, Imad Laoud vous a demandé donc... » Ok, la police fait sa petite enquête et s'aperçoit qu'Imad Laoud travaille chez Jean-Louis Gergorin à EADS, il lui a trouvé une place et tout, et il voit qu'ils sont proches et qu'ils se parlent souvent, on voit sur les fadettes téléphoniques qu'ils s'appellent souvent. Donc pour la police, rapidement, ils disent à Gergorin « Non mais attends, ta source, c'est Imad Laoud. » Et c'est là que on apprend que cet informaticien, donc Imad Laoud, qui avait récupéré des listings de Clearstream lors d'un audit, ces listings avaient été récupérés lors d'un audit par le journaliste qu'on citait tout à l'heure, Robert. Robert, ouais. Ouais, enfin bref, celui qui tient la chaîne Blast, Denis Robert. Denis Robert, oui. Voilà, il avait récupéré lui lors d'un audit et tout. Il les a remis. Denis Robert les a remis à Imad Laoud, et Imad Laoud, lui, Denis Robert, lui, reconnaît, quoi, ainsi que Florian Bourges, qui avait fait cet audit sur Clearstream, quand il y avait eu l'enquête sur Clearstream 1, qu'on appelle l'histoire de Clearstream 1, où l'enquête était basée 100% sur Clearstream, où on disait Clearstream, c'est pas net, etc., etc. Donc, on remonte jusqu'à Laoud, on comprend que ces listings ont été falsifiés parce qu'ils n'ont rien à voir. On se rend compte que plusieurs noms ont été ajoutés. Quand tu les mets côte à côte,
tu vois finalement que beaucoup de noms ont été ajoutés, dont ceux de Nicolas Sarkozy, etc., par rapport aux originaux. Donc petit à petit, Gergorin, il comprend qu'il s'est passé un truc, mais il comprend pas au début que c'est Imad Laoud qui lui a fait ce coup-là. Donc il veut pas donner son nom. Il dit non, je dirais pas que c'est Laoud, mais la police elle le sait. Elle dit non, c'est sûrement Laoud. Ne vous prenez pas pour un con, quoi. Ils disent les fichiers ont été falsifiés et envoyés au juge Renaud Weinrumbeck. Donc il ne s'agit pas d'un piratage informatique ou quoi que ce soit. Vous avez créé des faux documents, quoi. Et c'est le mathématicien Imad Laoud, donc, qui a travaillé chez EADS grâce à Gergorin et grâce à son frère, Marwan Laoud, qui l'a fait rentrer, qui l'avait présenté à Imad Laoud, etc., entre 2003 et 2006, qui va être soupçonné rapidement, quoi, d'être à l'origine de cette falsification, donc, parce qu'il avait introduit des noms de personnalités, donc, qui ont été, voilà, comme on l'apprendra, accusés à tort d'avoir touché de l'argent dans l'affaire de la vente de frégates à Taïwan en 91. Alors qu'il semblerait sincèrement et réellement que les gens incriminés aient réellement tout. C'est ça le plus pire. C'est qu'il y a des chances que les noms qui ont été ajoutés étaient suivis par le juge. Et il pensait, et il savait, il se doutait que ces gens-là avaient touché de l'argent sur les frégates de Taïwan. C'est pour ça que quand il voit les documents, il n'est pas étonné. Il dit putain, je vais chercher les noms des gars, et ça y est, je les ai. Mais en fait, tout est un coup monté. Célestine, qui comprenait donc le nom de Nicolas Sarkozy, donc, qui ont été adressés par Gergorin au juge Renaud Weinrumbeck, qui était en charge de l'instruction sur la vente de ces navires, ben, ils sont faux. Si Sarkozy a touché de l'argent, ce pognon n'est pas passé par Clearstream. Et là, tous se rendent compte qu'ils sont tombés dans un piège. Dans un sacré piège, un gros piège. Là, on est à l'origine, on est au départ de l'affaire Clearstream, même si on a dépassé le départ quand même, on est monté un peu plus loin que prévu, mais parce qu'on va faire ça en 2-3 parties, les amis. Et la première partie, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait maintenant avec Maria. Et donc, pour présenter un peu le gâteau, le hors-d'œuvre. Donc, pourquoi ça? Parce que, voilà, en gros, des gens se sont fait manipuler par un homme qui va dire plus tard qu'il a fait ça pour le fun, pour s'amuser, parce que sa vie était monotone, etc., etc. Mais est-ce que tout ça est vrai? On fait pas un truc comme ça pour s'amuser. On peut faire une farce mais ça peut être de la prison. Imaginez-vous que des gens qui sont sur cette liste vont en prison sans avoir jamais rien fait. Je vais pas défendre Sarkozy, s'il n'était pas là, il n'était pas là, mais voilà, mais tu peux pas inculper d'un délit aussi grave et en plus en envoyer à un juge, et en plus monter une affaire. Après peut-être que voilà, il a fait. Je ne pense pas que ça. Je l'ai fait pour m'amuser. C'est comme j'avais fumé un joint et je savais pas ce que je faisais. Tu vois, ça me paraît une excuse un peu imbécile, mais voilà, trop facile. Ouais. C'est-à-dire que oui. Non, je continue. Non, je t'en prie, excuse-moi. Non, je disais là, on a les deux, et il va aller en prison, Laoud, à la fin. Oui, il y a déjà été. Il avait été aidé par certaines personnes, et ça, on le verra la prochaine fois. Mais il va retourner en prison exactement parce que c'est pas un jeu, quoi. Ce qu'il a fait, c'est très grave. Et il minimise, lui, tu sais, il dit oui, mais non. Mais en fait, oui, il minimise pour se défendre, mais ce qu'il a fait, d'abord, il inculpe des gens d'un délit grave, il va foutre en l'air, il ment à un juge, il envoie, il fait d'une certaine façon, il fait que comment il s'appelle, Gergorin,
voilà, fasse le corbeau, induire un juge à toute une nation à un mensonge et détruire la carrière d'un homme comme Villepin. Il a détruit sa carrière, mais il mérite d'aller en prison, c'est un crime. Et je ne pense pas que ça soit pour s'amuser. Je peux pas. Non, il y a quelque chose derrière. Je sais pas quoi, parce que je connais pas. Mais c'est trop facile. Je l'ai fait pour m'amuser. Si tu l'as fait pour t'amuser, quelqu'un qui est un cerveau, c'est pas le dernier imbécile de la troupe. C'est quelqu'un qui a un certain niveau intellectuel, non? Il est mathématicien, c'est pas, je ne sais pas, faire ça pour, ça me semble étrange. Bonjour Fatih Fatih. Donc voilà, ça me semble un peu étrange et c'est vrai que voilà. Ouais, il y a quelque chose qui s'est tramé. Il y a eu un coup de billard à 3, 4, 5 bandes peut-être, parce que Sarkozy donc va être élu président de la République. Au même moment, Dominique de Villepin a des ennuis judiciaires, comme on dit, il a des problèmes avec la justice. C'est jamais bon ça. Et des gros problèmes. Hein. Lui-même, la prison est pas loin. Hein. Rondeau, pareil, la prison est pas loin parce que ils passent tous pour des faussaires, pour des gens qui ont voulu comploter contre Sarkozy, qui ont manipulé un juge. Mais en fait, eux, ils clament leur innocence. Ils disent, mais attendez, on s'est fait avoir. On n'a rien compris, on s'est fait griller. Et le général Rondeau disait, quand on retrouve un peu les carnets de général Rondeau, ou quand on prend ses ordinateurs, on voit qu'à cette époque-là, il comprend qu'il y a un truc pas net. Il n'a pas confiance en Imad Laoud. Il dit, ce type-là, il me paraît complètement stratosphérique. C'est un cerveau, Imad Laoud. Il est très intelligent, vraiment une personne, chapeau. Quoi. Oui, mais peut-être tu peux être très intelligent dans les mathématiques et être un génie mathématicien et après avoir un boulon qui tourne pas rond d'un autre côté. C'est possible. Mais ils se sont tous fait avoir et voilà. Et le général qui en voilà aussi, c'est pas des imbéciles. Villepin, je pense qu'ils étaient tellement contents ils avaient repéré. Là, je fais un peu de complotisme. Ils avaient repéré Sarkozy. Ils savaient qui était Sarkozy et que, voilà, depuis le début, c'est quelqu'un qui grimpe sur la tête de n'importe qui pour monter. On l'a vu aux élections quand il se présente à Neuilly. C'est à Neuilly, comment il fait la 1340, on dit nous. Et il fait ras, un tour de magie, et c'est lui qui rentre maire ou conseiller, ou voilà, le poste que voulait quelqu'un qui était. C'était pas Charles Pasqua qui voulait être maire de Neuilly, un proche de Pasqua. Non, ils ont tous été maires de Neuilly, Achille Peretti, Charles Pasqua. Ensuite, Pasqua, lui, il s'est occupé du département où se trouve Neuilly, les Hauts-de-Seine, et il est devenu président du conseil général des Hauts-de-Seine. Donc, il a laissé la place de maire de Neuilly à son poulain, Sarkozy. Et donc, Sarkozy est devenu maire de Neuilly, l'une des communes les plus riches de France, quoi. Voire la commune la plus riche de France. Et lui, Pasqua, il s'est occupé des Hauts-de-Seine, carrément, le département le plus riche de France, hein, là où toutes les grosses sociétés françaises ou des multinationales liées à la France, etc., payent leurs impôts et on leur fait des cadeaux à condition qu'ils filent des grosses enveloppes, quoi. On est dans un système mafieux. Les Hauts-de-Seine, c'est un système mafieux aussi, c'est un truc à part, quoi. C'est hallucinant, quoi. À l'époque, ils avaient dit que Elf, les Hauts-de-Seine, tout était lié comme type d'enquête et qu'il faudrait un siècle si on voulait enquêter réellement à fond sur ça.
que ça serait trop long et que ça risquerait de détruire la Ve République, carrément, quoi. Ouais. Ouais. Mais voilà. Seulement Sarkozy, il en a fait tellement que à un moment donné, voilà, il est totalement grillé, je crois. Maintenant, jamais. J'espère qu'il ne va pas revenir sur scène, même s'il le veut. Il est trop grillé. Oui, oui. Ouais, donc, il a été loin, parce que on se rendra compte la prochaine fois, quand on fera la seconde partie, qui va être très intéressante, que un homme n'a pas forcément été manipulé, mais est rentré dans le coup en sachant ce qu'il faisait, et c'était Imad Laoud. Et qu'Imad Laoud, il peut raconter que, en fait, il a fait ça par plaisir, ou parce que ça lui, voilà, il aimait ça, ou je ne sais quoi, etc., etc. On va vite comprendre que, en fait, cet homme a été en partie manipulé, Imad Laoud, mais c'est surtout lui qui a manipulé les autres. Il est un pion essentiel de cette affaire. C'est-à-dire que voilà. Les autres se sont fait manipuler, tous. Mais Imad Laoud, d'une certaine façon, aussi volontairement. Je ne sais pas comment. Voilà. Il est volontaire. Il s'est fait d'une certaine façon manipuler, mais il est rentré dans le jeu conscient de ce qu'il faisait. Voilà, je pense. Mais qu'il est d'une certaine façon un pion de quelqu'un, ben, je pense que oui. On peut pas faire dire ça simplement pour rigoler. Et là, il y a quelque chose que je vois pas clair. Ben oui, parce que quand on fait une petite enquête et tout, s'aperçoit que Laoud, à une période, il a travaillé pour un des frères Ben Laden. Et il s'est servi de ça plus tard pour... bon, lui, après, il a fait des affaires, il a coulé... il était trader, il a gagné beaucoup d'argent. Ensuite, il a joué à la bourse avec le pognon de son beau-père. Il a perdu de nombreux millions, et on voit qu'il y a des falsifications. Il se retrouve en tôle. En tôle, soi-disant, il aurait eu des problèmes. Et il dira plus tard que il était emboucané par des terroristes ou des gens dans la prison qui voulaient le faire chier, et que des Corses l'auraient aidé. Et que du coup, en sortant de prison, il devait un service à ces Corses. Et que bon, mais lui, il les a aidés un peu, et il s'est dit, je peux pas faire plus. Sauf qu'un jour, un d'entre eux serait venu taper à sa porte, en le menaçant, en lui disant, on t'a aidé en tôle, on t'a défendu, maintenant, tu vas voilà, on va pas te lâcher, quoi, en gros. Donc, quelqu'un serait venu l'aider, il dit pas qui, mais il dit, mais quelqu'un est venu m'aider. Et ensuite, j'aurais proposé mon aide au service à la France, un pays qui m'a aidé. Moi, j'ai quitté le Liban avec la guerre au Liban. J'ai été en France, j'ai étudié en France, j'ai fait ma vie en France, j'aime la France. Et j'aurais proposé de les aider à chercher la fortune, enfin, les finances d'Al-Qaïda. Bon, de là, certains services l'auraient approché, une partie des RG. Les RG étaient en guerre à cette époque-là. Il y avait Yves Bertrand qui était numéro 1 des RG et qui était du côté de Chirac. Et il y avait le numéro 2 des RG qui était Bernard Squarcini et qui lui était dans le camp de Pasqua, Sarkozy, Balladur. Soi-disant, des proches de... une partie des RG, quoi, ceux qui sont proches de Chirac, l'auraient aidé. Il les dénonce, hein, il le dit. Il dit même des gens de la DST, j'étais un peu correspondant pour eux, même la DGSE, le renseignement militaire, la police, tout le monde, les douanes, j'ai essayé d'aider tout le monde, etc., etc. Et c'est là que il dit m'est venu à l'esprit de récupérer les listings que détenait Denis Robert. Denis Robert donc pose des petites questions à Imad Laoud. Imad Laoud lui raconte le projet. Il dit je pourrais peut-être regarder ces listings et peut-être que je retrouverai des membres de la famille Ben Laden, tout ça, tac.
Mais d'un autre côté, une fois qu'il a ses listings, il dit à Jean-Louis Gergorin qu'il va que son frère connaît. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, Madlaoud. Son frère est le bras droit de Jean-Louis Gergorin. Et donc, il lui trouve du travail, son frère, grâce à Jean-Louis Gergorin. Et en même temps, du coup, une fois qu'il a touché la main à Jean-Louis Gergorin, Imad Daoud lui dit « Oui, j'ai appris pour la mort de Monsieur Lagardère. Oui, peut-être que il y a eu des embrouilles. Oui, si vous voulez, je peux vous aider. Et je peux rentrer dans le système. Je suis assez fort en informatique. Je peux rentrer dans le système informatique de Clearstream. Et je pourrais essayer de trouver des listings. Sauf qu'en vérité, les listings, enfin voilà, il va les demander à Denis Robert. Et il se ramène avec devant Gergorin et il dit regardez, j'ai forcé l'entrée de la banque, enfin informatiquement, et j'ai trouvé ça. Si ça peut vous aider, si on peut retrouver l'argent qui aurait été donné par Khodorkovsky à Gomez, ben vous savez quoi, voilà quoi. Cadeau. Gergorin, il est heureux. Et il regarde et il voit les noms de Sarkozy, ceci, cela. C'est là qu'il en parle à De Villepin et que De Villepin appelle le général Rondeau. Et que Rondeau, devant les listings, il se dit waouh, ils me paraissent vrais, parce qu'en vérité, ils sont vrais, mais ça lui semble bizarre. Et il n'a pas tort. Parce que les listings ont été, parce qu'il est fort en informatique, Imad Daoud. Il a pris des listings, il les a rentrés dans son ordinateur, et il a rajouté des noms, écrits de la même façon, comme si en fait, et il a sorti ça à l'imprimante, enfin à la photocopieuse, machin, et on a l'impression que c'est des jumeaux, c'est les mêmes, sauf que des noms ont été rajoutés. Donc ils sont faux. Enfin, ils sont vrais en grande partie. Il y a 98% des noms qui sont vrais, mais il y a 2% de noms qui ont été rajoutés. Avec le nom de Sarkozy, en fait, qui aurait ouvert des comptes en Suisse avec un nom, avec ses deuxièmes prénoms, de Nagui Boxa, Hortefeux, il y a un compte qui s'appelle Horfeu, plus tard, Gergorin le dira dans un live, j'ai pensé à Hortefeux. Oui, mais c'est une connerie, si tu veux. M'habiller des gens, tu mets pas Maria Martinez, Martinez Maria. Ben non. Ou l'espagnol, non, tu mets Cindy Crawford pour Maria parce qu'elle me ressemble. Exactement. Voilà, tu vois, mais tu mets pas l'espagnol ou la madrilène, voilà, tout le monde va dire, oh tiens, c'est Maria. Ben non, il faut pas être con non plus, mais je ne sais pas, les gens, c'était justement pour faire c'est trop facile. Là-dessous, il y a quelque chose qui cloche, pour moi. C'est ça. Ouais. Et il y a donc, un truc qui est pas clair. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche et peut-être qu'on va savoir plus pour le prochain live. Ouais. Dans un prochain live, maintenant qu'on a un peu présenté cette affaire, qu'on a un peu expliqué on va dire l'origine, quoi. C'est-à-dire comment cette affaire arrive, qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps, qu'est-ce qui en ressort, c'est-à-dire Sarkozy est innocenté, on innocente Sarkozy, Imad Daoud est un fada, Gergorin peut-être il raconte pas tout, mais c'est peut-être lui qui, enfin voilà, en gros Gergorin, De Villepin, Rondeau, voilà, sont des falsificateurs, sont des salopards. Sarkozy, le pauvre, est une victime. Là, pour l'instant, on en est là, quoi. Ben oui, on en est là. Et le coup est bien monté. Hein. Tout d'un coup. Je ne sais pas si ça a été, tu vois, d'un coup, d'une pierre, on tue deux oiseaux, tu vois, d'une pierre deux coups, et que voilà, ça passait par là. Mais en tout cas, Villepin, qui était très bien parti, n'est plus personne dans ce monde politique.
Et voilà. Et Sarkozy tombe. Il sait très vite prendre l'occasion. Il sait saisir l'occasion en marche, le train en marche. Il a cette habilité, cette capacité. Et là, il va mettre tout le coup. Aidé, comme tu as dit, par le Monde et d'autres médias, ben, le tour est fait. Président. Et ça a été comme ça. Et on peut retrouver ça si ça serait un autre coup. Avec DSK qui va être président. Et tout d'un coup, il fait une bêtise. Et est-ce que c'est un coup monté ou non? Est-ce que Villepin a été manipulé pour monter un coup et que ça lui retombe dessus? On ne sait pas. Le fait, c'est que les deux qui allaient être présidents, c'était gagnant. Ben, ils se sont retrouvés, plus personne. DSK, je crois qu'il vit au Maroc, il s'est remarié, il vit au Maroc. Bon, il fait des affaires. C'est un mec intelligent qui connaît le milieu. Tout ça, je ne vais pas dire qu'il va être pauvre, mais politiquement, il est mort. Oui. Et il y a ça, et il y a d'autres choses. Hein. Il y a Sarkozy donc qui était menacé d'une grave enquête. L'enquête est stoppée. Il n'y a plus d'enquête. On dit l'enquête sur les frégates, elle a duré trop longtemps, elle a coûté cher. Sûrement des amis à Sarkozy qui étaient au parquet, sûrement. Donc, qui disent au juge Von Rimbeck, on arrête, on annule cette enquête. Donc, Sarkozy, ben, il est content, quoi. Il dit, mais j'étais innocent, de toute façon, dans cette enquête, ça aurait servi à rien de continuer, quoi. Mais de toute façon, l'enquête est stoppée, est finie. Voilà, cette enquête n'existe plus. On la jette à la poubelle. Donc c'est énorme. Sarkozy, il aurait pu être inquiété par cette enquête, il aurait pu se retrouver en prison, mais cette enquête, on va dire, entre guillemets, pour l'instant, on dit entre guillemets, grâce à Imad Laoud, qui n'a pas fait exprès, on va dire, pour l'instant, entre guillemets, Sarkozy sort le grand vainqueur, quoi. C'est impressionnant, il sort le méga vainqueur, et en plus, comme tu as dit, il y a aussi la route politique. Mais Sarkozy va devenir président. Chapeau. Ben oui, il fait d'une pierre deux coups et trop de chance, trop de c'est trop, hein. C'est énorme, hein. Ouais. Trop de coïncidences et si favorable, oui, ça peut arriver, mais vraiment, on dirait que c'est un coup monté, hein. Oui. Pour l'instant, on peut commencer à se poser des questions. Qui est derrière? Est-ce qu'il y a quelqu'un, tout simplement? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière Imad Laoud? Est-ce que, comme le dit Imad Laoud, il est tout seul? Ça paraît un peu gros quand même. Et en plus, surtout que les raisons qu'il donne, qui sont, j'ai fait ça parce que je m'ennuyais, j'étais pas bien dans ma vie, j'ai voulu m'amuser, quoi. Ça me paraît assez... surtout qu'il met des noms sur ses listings, il les a eu où, ces noms? On pourrait presque dire que quelqu'un lui a fait le travail, quoi, et que lui, il a juste fait... Pourquoi Nicolas Sarkozy et pas Jacques Chirac ou pas Charles Pasqua, par exemple, si tu veux t'amuser, tu vois, c'est qu'à la fin, voilà. Pourquoi des proches de Sarkozy, tout ça, qui en fait, ces gens-là n'ont pas, tous ces trucs sont faux, et ils le prouvent très rapidement. C'est-à-dire que Sarkozy se sort trop rapidement de cette affaire. En même temps, derrière, tu as l'élection présidentielle qui arrive, donc il a intérêt à faire vite. Mais c'est fait rapidement, quoi. Rapidement, il est innocenté. C'est-à-dire, le lundi, on l'accuse dans la presse de tous les maux. Toute la semaine, Sarkozy le méchant, mais qu'est-ce qu'il a fait Et la semaine d'après, c'est l'inverse. Sarkozy, le pauvre, est innocent. Il fait le nerveux. Ouais, je vais les pendre à des crocs de boucher. Je vais m'énerver, je vais les tuer. Enfin, voilà, il sort ses nerfs, il est dégoûté. Mais en fait,
il est en train de nous faire un travail il fait l'acteur, quoi. Il fait le comédien, là. Ouais. Mais oui. Parce que on va s'en apercevoir bientôt, la semaine prochaine. Voilà, quand on fera la suite, la semaine prochaine. Oui. Ouais, on va s'apercevoir de certaines choses qui sont assez bizarroïdes dans cette histoire, quoi. Très bizarre, même. Un peu plus que bizarre. Ouais. Et donc, salut David Bib. Salut David Bib, Vince Isma, Fatih, Virginia, Jokito, vous allez bien la famille amiable? Salut, la Fafa, tranquille, Virginia, la sœur, restez avec nous, Jokito, Vince, ça va les frérots? Salut. Ouais, et Vince le frère nous dit, si tu ne viens pas à la Gardère viendra à toi. Tu sais, ça c'est le film, la Gardère, film de KPDP. Et Jokito nous dit, Chirac était plus malin, il a tout planqué au Japon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais même Chirac, il est tombé dans le piège aussi, parce que ça a dû arriver, c'est obligé que ce soit arrivé à ses oreilles. Mais bon, il était président de la République, mais c'est obligé que De Villepin, il est parti en courant, et la première personne à qui il a montré les listings, c'était Chirac. Il lui dit, regarde, on le tient, le nain, comme il appelait... Parce que Chirac et De Villepin, ils sont grands. Tu sais, ils font 1m90, ou je sais pas combien, 1m88, 92, tu sais, ça taffe. Et Sarkozy, pas, mais il fait 1m64 ou 63, il met des talonnettes pour faire 1m66, il est petit par rapport à eux, quoi. Et donc, ils disent, regarde le nain, c'est comme ça qu'il appelle. Regarde, on a trouvé. Jacques, regardez ce que j'ai trouvé et tout. Ah, bravo, c'est du beau travail. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Parce qu'ils y croient. Ils y croient, en fait. Ils se font manipuler et ils croient à ça, quoi. Sauf qu'on va se rendre compte plus tard que Imad Laoud a des amis. Il avouera plus tard, ça. Plus tard, une fois que l'enquête, tout aura été fait, les gens auront été jugés, ceci, cela. Mais t'as des journalistes comme Pierre Péan qui vont continuer à gratter l'histoire. À gratter. Tout ce qu'on a pu lire au départ sur cette affaire, ça venait d'un site qui, dès 2004, 2005, 2006, va sortir de nombreuses infos dans cette affaire. Ce site s'appelle L'Investigateur. Pierre Péan va s'en servir à de nombreuses reprises pour faire un documentaire sur l'affaire Clearstream 2 et sur la guerre entre les grosses compagnies d'armement françaises et les politiques de droite et les gaullistes, quoi, qui se foutent sur la gueule. Il va faire 6 documentaires, enfin une série de 6 documentaires sur le sujet où il parle de tout ça. Mais il va se servir d'un site qui, moi, le site, je l'ai vu en 2008. Chercher des trucs sur le milieu corse, ceci, cela, comme d'hab et tout. Et chercher un truc bien précis, quoi. Et je tombe sur un site. Tu sais, c'est le site que Nounous, tu sais, Maria, il avait réussi à récupérer. Oui. Il faudra que je te l'envoie, hein. Mais quand j'aurai le truc, je t'enverrai tout. Toi, tu verras, paf. C'est super. Et ce site-là va être très bien informé. Qui est derrière ce site, pareil, quoi. Je sais pas. Mais on dirait plusieurs agents qui viennent de plusieurs officines de renseignement français, style DST, RG, DGSE, renseignement militaire, puis après DCRI, puis plus tard DGSI, enfin bon, voilà, tout ça, quoi. Préfecture de, peut-être aussi, la préfecture de Paris, qui a son propre service de renseignement. Nous n'oublions pas. Après, ouais. Après, ça peut être aussi le monde, ça peut venir du monde privé aussi, des sociétés qui travaillent pour. Mais bon, en général, ces gens-là, ils font pas ça pour, ils font ça pour l'argent. Donc, je pense pas que l'investigateur avait les moyens de les payer, quoi. Donc, moi, je reste persuadé que c'est des fonctionnaires qui ont nourri pendant pas mal de temps le site L'Investigateur, qui du jour au lendemain a disparu d'Internet. Ouais. Nous, s'il est parti récupérer tout ça,
dans les poubelles du net. Je sais plus comment il a appelé ça, quoi. Il m'a dit, tu sais, chaque truc a... et bravo Nounous, Nounous, je l'embrasse, j'espère qu'il va bien. Oh, ça fait longtemps, pas... hein, oui. J'espère qu'il va Ouais, bien. oui. Ah, ça Oui, ferait plaisir qu'un jour il nous fasse coucou. oui, exact. Ouais, Nounou, si tu nous entends, j'espère que le dos, ça va mieux. Il avait des gros problèmes. Ouais. Je me demande s'il ne devait pas être opéré et tout. Et j'espère que tout s'est bien passé et que Nounou, voilà, Nounou, si tu vas bien, quoi. Ouais, c'est ça l'important, quoi. Ouais. La santé. La santé, la Oui. santé. Donc, on va continuer bientôt la suite. Ouais, bientôt, on va faire la partie 2. Et vous allez voir que ça va nous amener vers... des eaux encore plus troubles. Ouais. On est en pleine zone grise. Vraiment, c'est la réelle politique. C'est assez surprenant, quoi. Ouais. Alors, Maria, est-ce que tu as des choses à ajouter pour aujourd'hui encore? Est-ce qu'il y a des petites choses? Non, sur sa méthode, ses affaires. Moi, je pensais, là, avec toutes les magouilles qu'il y a en Espagne, je n'imaginais pas toutes ces magouilles en France. Mais il y a un certain moment que la politique en France est pourrie et tout commence d'une certaine façon quand Sarkozy met le nez où il ne faut pas. Oui. La dégradation de la politique en France commence et un peu avec cette affaire qui va mettre Sarkozy au pouvoir, qui n'est qu'un petit voyou qui a progressé, qui a toujours été, qui a vu le filon de la politique et qui, c'est vrai, était toujours bien placé au bon moment où il fallait. Et à un certain moment, le petit jeune qui va rentrer en politique et va se faire indispensable d'une certaine façon et va grimper par-dessus la tête de femme, amie. S'il faut coucher avec la femme de son ami, il va pas se gêner. Parce que moi, je peux comprendre que tu fasses, mais tu fais pas cocu ton ami avec qui tu dînes. Voilà, salut gentil fait. Comme c'est Jacques Martin avec qui tu as une relation. Bon après, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de morale. C'est pas immoral, mais je vais dire amoral, tu vois. Peut-être immoral aussi, mais vraiment amoral, ça c'est sûr. Sa morale, c'est moi je triomphe et moi j'ai ce que je veux. Mais on peut pas gagner tout le temps et à un moment donné, il se croit invincible comme Napoléon et il commence à commettre des erreurs, avoir beaucoup d'ennemis. Et ça va être le début de sa fin, heureusement. Bon, parce qu'il y a avec comment ça s'appelle, avec Gaddafi, c'est quelqu'un qui trahit son ami. Il lui fait toute la parafernalia, toute l'attente. Il rentre à l'Élysée comme si c'était voilà, Lawrence d'Arabia qui arrive, le héros, tu vois, c'est ça. Toi, tu reçois tout type de dirigeant, tu fais des affaires comme pays avec tout le monde, mais quand tu reçois quelqu'un comme ça, avec cette pompe et cette qui est sorti dans toutes les télés du monde, mais c'était pas sorti parce que Gaddafi visitait Paris, c'était parce que voilà, tout. Et lui, il a encouragé ça, il a fait la photo, tu vois, il est sorti dans tous les médias, tous les journaux du monde. Et après, quand ça l'intéressait le flinguer, c'est pas gêné. C'est quelqu'un qui laisse tomber tout le monde d'une certaine manière. C'est lui. Point barre. Et Sarkozy, c'est un peu le début de la fin de la bonne politique. Je ne sais pas si c'est bonne, on va dire, mais d'une certaine politique plus élégante qu'il y avait avant.
On peut parler de Mitterrand, de Chirac, tout ça. On peut dire beaucoup de choses d'eux. On va pas les glorifier, mais il y avait une prestance, un pouvoir qui émanait, on va dire d'eux, tu vois. Mais quand comment il s'appelle Mitterrand, quand il parle, quand il répond aux journalistes, c'est quelqu'un qui a de l'aisance, qui sait répondre avec de l'humour, ils ont un parcours, ils ont un poids à l'intérieur. Et Sarkozy, c'est un arriviste. Et comme arriviste, il vient mettre la main dans la poche. Voilà, point barre. Il fait très bien pourquoi il s'est préparé. Oui, exact. C'est exactement ça. Tu as donné une très très bonne définition. Mais derrière Sarkozy, apparemment, il y a du monde. Ils veulent absolument qu'il devienne président. Quelles sont les raisons? Sûrement la corruption et la magouille, toutes sortes de magouilles possibles et inimaginables. On va voir que pendant la présidence Sarkozy, on n'a jamais vu autant de magouilles aller faire une guerre en Libye après avoir taxé de l'argent à Kadhafi. Enfin bon, des trucs de fou. Je crois il a 15 procès au derrière. C'est un truc de malade. Il avait déjà la plupart de ses procès avant Enfin bon, le fait que De Villepin ait été sorti, éjecté de la politique et qu'il n'ait pas pu se présenter parce que voilà, il a dû renoncer. Hein, c'était voilà, l'affaire Clearstream lui a pété les jambes en plein vol, et paf, aïe aïe aïe. Et le fait qu'il soit tombé dans parce que pour l'instant, on ne dit pas qu'il s'agit d'un piège ou quoi que ce soit. On dit juste qu'il s'est passé un truc. Il y a un type qui est pas net, qui s'appelle donc Imad Laoud, qui en fait a joué un tour de cochon à Jean-Louis Gergorin, qui pensait que, ce qui est possible, attention, parce que l'enquête jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas prouvé. Il y a juste des experts, comme on disait tout à l'heure, qui ont dit oui, apparemment, c'est une mort naturelle de monsieur Jean-Luc Lagardère. Mais en même temps, ils ajoutent, mais en vérité, on ne sait pas. Ah, d'accord. Mais en vérité, on ne connaît rien à ce qui lui est arrivé. Voilà. Mais bon, ils disent que c'est possible que ce soit une mort naturelle. Donc, on va dire que c'est une mort naturelle. Mais c'est peut-être pas le cas, quoi. Et c'est ça qui pousse donc Gergaud, descendant de Vercingétorix, d'après lui, quoi, qui pousse voilà quoi, à pousser. Il doit être sur écoute, quoi, parce que à cette époque-là, on parle beaucoup en ce moment d'écoute, mais c'est vrai que quand on a des affaires comme ça et qu'on comprend pas tout, ben en fait, pour faire un coup tordu, il est vrai que quand t'es écouté, c'est beaucoup plus simple, parce que des fois tu te dis ouais, mais quand même, c'est compliqué à faire un coup pareil. Mais en fait, non, si tu écoutes les gens, comme c'est le cas actuellement et comme ça devait être le cas il y a 20 ans ou 25 ans, peut-être même ça se faisait encore plus, au final, tu trouves la bonne victime, tu sais ce qu'il a envie d'entendre, tu sais ce qu'il va aller voir, t'as des pions d'avance sur tout ça, et tu t'as juste à affiner ton plan à chaque fois, et bim, tu te retrouves avec des gens qui font exactement ce que tu veux qu'ils fassent. Voilà, tu cuisines et ils vont rentrer, mais totalement. Il y a une question de Gentilfait qui te demande si c'est Balkany qui a fait rentrer Sarkozy au pouvoir. Apparemment, les mentors et les on va dire ça serait Achille Peretti. Et c'est ce qui a toujours été dit. Et Charles Pasqua, hein, qui ont trouvé en Sarkozy un des jeunes, un bon jeune prometteur. et voilà, un homme assez influençable et voilà qu'on peut facilement, ouais. Un gars qui pourrait faire partie de la grande famille. Ils ont trouvé des gens partout, hein, de la brise de mer. Partout. Ouais, enfin, il n'avait pas ces capacités-là, quoi. Il n'a pas les capacités peut-être, voilà, oui. Ouais, ça, c'était pas possible pour lui. Mais il en avait d'autres. Il avait ses capacités à lui, tu sais, il faut des gens un peu partout, dans tout. Et lui, c'était plus,
il a trahi tout le monde, quoi. À part Pasqua, à part certains, quoi. Qui n'a pas trahi, voilà. Mais tous les autres, il les a trahis, quoi. Peut-être que Pasqua, il n'avait pas les cacahuètes. Ah oui, Pasqua, ouais, non. En plus, c'est Pasqua qui le met là, vraiment où il est, et puis Pasqua, ouais, tu joues pas avec lui. Ça, pas besoin d'entendre ça, on le sait tous, tout le monde le sait, depuis 30 ans ou 40 ans, on le sait tous, avec Pasqua, voilà. Même Focard. On ne badine pas avec Pasqua, et avec Focard non plus. Pas. Ouais, même Focard, il se méfiait de Pasqua. Focard, l'homme de réseau, disait à un moment, quand il était un peu âgé et tout, dans la vie, j'ai eu peur de personne, ancien parachutiste, Focard, résistant, etc. Mais il dit, mais physiquement, il y a un homme qui m'a impressionné et qui me faisait un peu peur, c'était Charles Pasqua. Alors, il y a beaucoup de gens après qui vont récupérer cette phrase, enfin bref, il y en a qui vont, voilà, enfin bon. C'est Focard qui à l'origine disait ça. D'autres vont, enfin bref, on va pas parler de ça, mais bon. Donc, histoire de France et de cette histoire, la politique d'aujourd'hui et Macron vient par là. C'est-à-dire, si Villepin aurait gagné, on n'aurait peut-être pas eu de guerre avec la Libye, sûrement. Exactement, ouais. Par exemple. Aujourd'hui, oui. On aurait, mais rien n'aurait été, jamais on aurait taxé autant de pognon, peut-être à Bruxelles que Sarkozy l'a fait. On serait pas dans la même merde. Hein. Ça aurait peut-être été pire. Non, ça aurait pas été pire. Non, pas possible. Ça aurait été moins pire. On ne le saura jamais, mais ça n'a pas été. Après, il a dû faire quelque chose de bien, Sarkozy, non? Quelque chose, un peu. Pour nous, pour les Espagnols, je dois dire pour que la lutte anti-ETA, anti-terrorisme, il a beaucoup aimé et il a beaucoup aidé, pardon. Et le sanctuaire qu'on appelait le Pays Basque français, comme dit notre ami Louis Rios, on appelait Santuario, c'est-à-dire là, ils étaient intouchables, ils étaient protégés. C'est Sarkozy, d'une certaine façon, qui va commencer à les mettre en prison et à laisser que la police espagnole rentre légalement en France, dans cette partie de France, pour faire des investigations, pour savoir. Tu vois, après, c'était les Français qui allaient arrêter les types, mais tu vois, il y avait une très grande collaboration. Et pour nous, c'est un peu ce qu'on a souligné de Sarkozy en Espagne. Après, les magouilles, on s'en fout du moment que c'est. On en a suffisamment chez nous comme pour nous intéresser aux autres. Oui. Mais voilà. Bien. Sarkozy va mourir d'épuisement avec toutes ces procédures divines, Sisma, oui. Salut, Zozote. Comment va notre Zozote et Carlito Brigante qui est arrivé? Salut Carlito Brigante, salut frérot, Zozote, la Sorette, ça va la famille, Vince, Scientifé, salut, comment vas-tu, ça va? Salut à toutes et à tous les amis, le plaisir de vous voir. Eh bien, aujourd'hui c'est samedi ou vendredi? Samedi, non? On est samedi, ouais. Des fois je sais même plus dans quel jour je vis. Des fois, pareil, hein. Je me lève le matin, je me dis merde, attends, tu sais, je réfléchis 3 minutes avant de trouver... Oui, et ça fait des jours que je sors pas, je perds un peu la notion. Voilà, c'est samedi. Et voilà, on va. Eh bien, sur ce, on va manger un peu. Aller manger. Et on vous remercie d'être là et réécouter ce live si vous êtes venus un peu tard parce que Jojo, comme toujours, nous a donné une classe magistrale d'histoire, on va dire, parce que c'est
Oui, ben, oui, tu on la prépare ensemble. Moi, j'ai mis les photos. Voilà, moi, j'ai regardé les photos. Non, tu n'as pas fait que ça. Non, on s'est partagé les infos. Non, on a bien fait une belle préparation. On a fait un beau petit truc. Mais c'est pas fini. Non, ça, c'est la première partie, l'origine. Après, on va développer, et puis après, on fera la conclusion. Et on vous dira, je vais vous le dire d'abord, tout l'argent de Clearstream, c'est Tralalou qu'il a empoché. Tralalou. Ouais. Voilà. Cet escroc de Tralalou, les amis, travaille avec Sarkozy et il est parti avec le magot, quoi. Donc Sarkozy, il n'est pas content. C'est samedi et c'est méchoui, nous disent aux autres. Ah, méchoui. Ah ouais. Yes, aux autres. Ça, c'est bon, ça. Bon, méchoui, la serette. Et merci à tout le monde. Et à ce soir, à demain. Et bonne soirée. Passez un bon samedi. Et je vais vous dire un truc qu'on dit en espagnol. Sábado, sabadete, camisa nueva y polvete. Et voilà. Savoir avec le sexe. Ça veut dire savoir samedi. Sábado, sabadete, samedi, petit samedi. Chemise propre et polvete. Polvete, c'est tiki tiki taka taka. Voilà, le samedi, on met voilà. Sábado, sabadete, camisa limpia. Et voilà, camisa limpia et polvete. Voilà. Alors, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne bouffe, un bon méchoui. Et soyez heureux, Jojo. Bisous à ta famille, à notre petite Chippy. Et merci, c'est gentil. À bientôt. Ciao, les amis. À bientôt. Gros bisous à ta famille, Maria. Gros bisous à Enrique Ocha. Et à toi, Sœurette Maria. Et gros bisous à vous toutes et vous tous, les amis. Et on se dit à bientôt sur Fréquence Radio. Et on reparlera donc bientôt de Clearstream, seconde partie. Vous allez voir. Bisous tout le monde. Ciao, la famille. Bisous. Ciao.